Séminaire 3, Psychose, de Jacques Lacan, page 6. Monsieur de Clérambault, j'évoque sa personne, son action, son influence et son nom dans une causerie introductive de notre champ pour ceux d'entre vous qui n'ont de son œuvre qu'une connaissance moyenne ou approximative, ou par oui dire, et je pense qu'il doit y en avoir un certain nombre, passe pour avoir été le farouche défenseur d'une conception organiciste extrême, et assurément c'était là, en effet, le design explicite de beaucoup de ses exposés théoriques. Néanmoins, je crois que c'est là que peut tenir la perspective sur l'influence qu'a pu avoir effectivement non seulement sa personne et son enseignement, mais aussi la véritable portée de cette découverte. Puisqu'aussi bien c'est une œuvre qui, indépendamment de ses visées théoriques, a une valeur clinique concrète d'une nature considérable, le nombre de syndromes, pour donner à ce terme le sens le plus vague, clinique descriptif, qui ont été repérés par Clérambault et d'une façon complètement originale et nouvelle, qui sont dès lors intégrés au patrimoine psychiatrique de l'expérience psychiatrique, est considérable. Et dans l'ordre des psychoses, Clérambault reste absolument indispensable. Il a apporté des choses extrêmement précieuses qui n'avaient jamais été vues avant lui, qui n'ont même pas été reprises depuis. Je parle des psychoses toxiques, déterminées par des toxiques, hétéromanie, etc. La notion de l'automatisme mental est apparemment polarisée dans l'œuvre de Clérambault, dans son enseignement, par le souci de démontrer le caractère fondamentalement anidéique, comme il s'exprimait, c'est-à-dire non conforme à une suite d'idées. Ça n'a pas beaucoup plus de sens dans le discours de ce maître, de la suite des phénomènes dans le développement ou l'évolution de la psychose. On peut déjà remarquer que rien que ce repérage du phénomène en fonction d'une espèce de compréhensibilité supposée, c'est à savoir qu'il pourrait y avoir une continuité qu'on appellerait l'idée, c'est à savoir que la suite des phénomènes, de la façon dont je vous ai indiqué le paranoïaque, avec son développement délirant, ce serait quelque chose qui irait de soi, de sorte qu'il y a déjà une espèce de référence à la compréhensibilité, et presque pour déterminer ce qui justement se manifeste pour faire une rupture dans la chaîne, et se présenter justement comme un cas béant, comme quelque chose d'incompréhensible et quelque chose qui ne joint pas maintenant avec ce qui se passe après. C'est là une assumption dont il serait exagéré de dire qu'elle est assez naïve, puisqu'il n'y a pas de doute, il n'y en a pas de plus commune, et tout de même pour beaucoup de gens, et je le crains, encore pour vous, tout au moins pour beaucoup d'entre vous, la notion qui a constitué le progrès majeur de la psychiatrie, depuis qu'a été introduit ce mouvement d'investigation qui s'appelle l'analyse, consisterait en la restitution du sens à l'intérieur de la chaîne des phénomènes. Ceci n'est pas faux en soi, mais ce qui est faux est de s'imaginer, comme il reste d'une façon ambiante dans l'esprit, disons, des salles de garde, de la moyenne de l'opinion commune, du sensus comune des psychiatres, que le sens dont il s'agit, c'est ce qui se comprend, qu'en d'autres termes, ce que nous avons appris, ce qu'il y a de nouveau, c'est à comprendre les malades. C'est là un pur mirage. Cette notion de compréhensibilité a un sens très net et qui est un ressort tout à fait essentiel de notre recherche. Quelque chose peut être compris et strictement indistingué de ce qu'on appelle par exemple relation de compréhension. Et donc Jaspers a fait le pivot de toute sa psychopathologie dite générale.
c'est qu'il y a des choses qui se comprennent, qui vont de soi. Par exemple, quelqu'un est triste, c'est qu'il n'a pas ce que son cœur désire. Rien n'est plus faux. Il y a des gens qui ont tout ce que leur cœur désire et qui sont tristes quand même. La tristesse est une passion qui est complètement d'une autre nature. Je voudrais quand même un tout petit peu insister. Quand vous donnez une gifle à un enfant, eh bien ça se comprend. Il pleure sans que personne réfléchisse que ce n'est pas du tout obligé qu'il pleure. Et je me souviens du petit garçon qui, quand il recevait une gifle, demandait « C'est une caresse ou une claque ?» Si on lui disait « C'est une claque », il pleurait. Ça faisait partie des conventions, de la règle du moment. S'il avait reçu une claque, il fallait pleurer. Et si c'était une caresse, il était enchanté. Il faut dire que le mode de relation qu'il avait avec ses parents, un peu vif, donnait cette sorte de communication active du contexte, assez courant dans cette notion de relation de compréhension, telle que l'explicite M. Jaspers.